C'est bon, vous êtes tous prêts? Ok. Donc moi je vais vous parler un petit peu de ma démarche qui m'anime depuis des années, et puis je vais prendre un exemple qui sera un biais pour amener cette démarche et vous faire comprendre un petit peu ma perspective, quoi. Donc en fait depuis des années je m'intéresse à la relation de l'homme à la terre, quoi. En gros je m'intéresse à renaturer un petit peu mon prochain. On est un peu déshumanisé, on est éloigné de la nature, on n'est plus connecté du tout à la nature, et du coup ça engendre tout un tas de problèmes, des problèmes de santé, des problèmes relationnels à l'autre, des problèmes relationnels à soi. Et du coup je fais passer un peu ce message au travers d'immersion dans la nature, et aussi au travers du soin. Par exemple, le jeûne, c'est des biais qui permettent d'éveiller les consciences, en fait. Et c'est un petit peu ça qui m'anime. Et en fait la santé, c'est un biais vraiment parfait, quoi, parce que le fait d'être en mauvaise santé, ça relève plein de choses à l'autre et à soi, quoi. Et du coup, c'est un moyen de prise de conscience. Donc je m'intéresse à la santé depuis longtemps. Et après, reconnecter l'homme à la nature, c'est de l'emmener dans la nature, quoi. Parce que parler de nature, c'est bien, mais si on n'est pas confronté à la réalité du milieu, ça amène rien, quoi. Donc au travers des immersions dans la nature, en fait, j'emmène les gens dormir dehors, c'est-à-dire avoir peur du noir, avoir peur des bruits de la nature, avoir peur du froid, avoir peur de tout, en fait, de tout ce qu'on est déconnecté depuis des années. Et en fait, le fait de se rendre compte que quand on est immergé là-dedans, il ne se passe rien, l'autre, il y a une prise de conscience, en fait, de qu'est-ce que la nature. Et quand on a conscience de qu'est-ce que la nature, on a conscience aussi de notre nature. Et du coup, ça nous permet d'avancer, de libérer des peurs et de libérer tout un tas de choses qui sont en nous. Donc en fait, reconnecter l'homme à la terre, je vais prendre le biais de l'argile. Alors, reconnecter à la terre, c'est pas réellement vrai, parce que l'argile, c'est pas de la terre. En fait, c'est une roche. C'est une roche. Dans la nature, en fait, il y a des cycles. Il y a le cycle des saisons, les cycles de l'eau. Et les roches ont aussi un cycle. Et en fait, les roches, elles sont là depuis très très longtemps, quoi. Depuis le début de la Terre, il y a 4-5 milliards d'années, quoi. Et en fait, il y a ce cycle de roches qui se fait, donc les roches, les mouvements de plaques, je ne sais pas si ça vous parle, les mouvements de plaques, des tectoniques, etc. Donc il y a des roches métamorphiques comme le granit, par exemple, et quand il est soumis à des intempéries, à la pluie, à l'orage, au vent, tout ça, il se dégrade en petites particules, et ce qu'on appelle l'argile qui va se déposer et qui va faire des bandes d'argile, quoi. Donc du coup, l'argile, elle est très importante aussi, dans le sens où pour certaines personnes, la vie, elle est apparue il y a en gros 3,8-4 milliards d'années, et selon certains chercheurs, la vie serait apparue grâce à l'argile. En fait, sans argile, il n'y aurait pas eu de vie. Il y a même un chercheur en Écosse, je crois, qui s'appelle Cairn Smith, il me semble. En fait, c'est un chimiste physicien à Glasgow. Et en fait, pour lui, sa théorie, c'est que en fait, l'ADN, l'argile, il la qualifie d'ADN minéral, en fait. Et pour lui, l'argile aurait servi de moule à l'ADN animal. Alors, c'est peut-être un peu aller loin en besogne en disant ça, mais en tout cas, l'argile a certainement servi de catalyseur à la production des premières molécules et in fine des premières cellules et de la vie, quoi. Donc ça, c'est la première chose vraiment très importante. Alors après, on va rentrer un petit peu dans le détail de l'argile. Si on va voir l'argile roche et qu'on regarde au microscope ultra puissant, microscope électronique, on se rend compte que l'argile est constituée de petites particules d'un micron, en gros d'un millième de millimètre, donc c'est vraiment tout petit. Et si on regarde vraiment encore plus bas, avec des systèmes physiques très très pointus, on se rend compte que l'argile, c'est un empilement d'assiettes. Alors il y a des argiles où il y a des assiettes, alors donc c'est un empilement d'assiettes, vous visualisez la chose. Et si on prend une assiette, en fait c'est des couches superposées, quoi. Un peu comme une feuille quand même. Voilà, une ardoise. Voilà, c'est ça. C'est juste pour changer d'image. Le millefeuille, tout à l'heure vous avez évoqué la salive. L'ardoise, c'est déjà. Les assiettes, c'est pas tellement mieux, ça sous-tend qu'est-ce qu'on va mettre dedans. On va mettre de l'argile, justement. Ben oui, on va voir ça. Et du coup, donc, il faut s'imaginer des feuillets, des assiettes. Et si on prend une assiette et qu'on regarde encore avec un microscope ou des moyens techniques vraiment ultra performants, on se rend compte que, pour simplifier, il y a deux feuillets ou 3 feuillets. Alors en fait, c'est plus complexe que ça, à tel point que les spécialistes en argile s'y perdent. Et même à tel point, c'est en France, il y a eu un master universitaire qui a été créé en 2009 à Poitiers, où ils forment des spécialistes sur l'argile en 2 années. Donc c'est hyper complexe. Donc nous, on va simplifier la chose
pour rendre vraiment le côté utilitaire, si on va, pour nous, on va avoir des argiles à 2 feuillets au niveau des assiettes et des argiles à 3 feuillets. D'accord ? Alors si maintenant on descend encore plus bas au niveau moléculaire, on va se rendre compte que dans ces feuillets, on a 2 types de feuillets. On a des feuillets où on a des tétraèdres. Vous voyez ce que c'est ? C'est des figures à 4 faces. C'est des triangles à 4 faces. Donc, vous voyez tous ? Oui. Et au sommet de ces tétraèdres, au centre de ces tétraèdres, il y a un petit atome de silice. Vous visualisez la chose ? Donc ça, c'est le feuillet le plus superficiel. Et dans le cas des argiles à 2 couches, donc il y a un feuillet comme ça, et il y a un deuxième feuillet où cette fois-ci, ça va être un octaèdre. Donc vous visualisez 8 faces. Et au centre de cet octaèdre, on va avoir de l'aluminium. D'accord ? Donc ça, c'est les argiles à 2 feuillets. Et les argiles à 3 feuillets, ça va être la même chose. Un feuillet de silice, un feuillet d'aluminium et un feuillet de silice. Donc c'est bon pour tout le monde ? C'est 2 types d'argile. Alors en fait, on se rend compte qu'il y a un atome de silice et un atome d'aluminium. Donc en fait, les argiles, d'un point de vue scientifique, on parle de silicate d'aluminium. Ouais. Donc là, on va rentrer un petit peu dans l'utilisation thérapeutique de l'argile. Donc je ne sais pas si vous avez déjà utilisé l'argile. Vous l'avez utilisé comment ? En ingestion ou bien sur la En externe. Tout le monde l'a déjà utilisé en ingestion ? En externe. En externe. Ingestion Ouais. pour un animal. Ouais, tout le monde. Ouais. Donc en fait, l'argile, c'est un moyen qui est thérapeutique, je ne sais pas si on peut qualifier thérapeutique, ou du moins d'hygiène de vie, qui est utilisé certainement depuis que les premiers animaux existent. Enfin, les premiers animaux métazoaires qui sont proches de nous, quoi. Il y a plusieurs cellules constituées qui nous ressemblent, qui sont douées d'une conscience, etc. Et du coup, ça, c'est ce qu'on appelle la géophagie, la consommation d'argile. On ingère l'argile. Donc ça, on retrouve ça dans le monde animal. Quasiment tous les animaux consomment de l'argile. Ça, il y a certainement des exceptions. Dans un premier temps, on a cru que les carnivores en consommaient pas, en fait. Et en fait, c'est archi faux, à tel point qu'en Europe, les gitans appellent l'argile la terre du renard. Et eux, pour choisir leur argile, en fait, ils suivent le renard. Parce que pour eux, c'est l'animal le plus intelligent de la nature. Et donc, ils suivent le renard, il va voir où il va puiser son argile. Et eux utilisent l'argile du renard. Voilà. Et donc, les hommes ont consommé, dès que l'homme a existé et a pris conscience de tout ça, il a consommé aussi de l'argile. D'ailleurs, on retrouve des traces, si on observe l'usure des dents d'Homo erectus, il en consommait déjà, a priori. Et si on va dans des peuples plus proches de nous, soit des peuples contemporains, chasseurs-cueilleurs, ou peuples racines qui existent encore, la majorité consomme de l'argile. Ils le consomment comment ? Oui, c'est ça. Alors, il y a plusieurs choses. Soit ils le consomment directement en cailloux, soit ils le réhumidifient et ils font des galettes et ils consomment en galettes. Alors, en fait, ils le sucent. Ils le sucent. Ils le sucent. Mais très souvent, ils le réhumidifient un peu. Alors, on va pas faire cet atelier, mais je vais vous inviter à faire ça chez vous quand vous rentrerez chez vous après. Donc du coup, oui, les peuples racines consomment de l'argile à tel point que certains peuples, alors c'est des peuples qui n'existent plus maintenant, mais globalement, les peuples actuels consomment des quantités aussi énormes. Par exemple, il y avait un ethnologue du XVIIe siècle qui était allé du côté de l'Amazone et avait observé des peuples dans les périodes où il n'y avait plus rien à manger, c'est-à-dire pendant 2-3 mois, qui consommaient que de l'argile. Et ils allaient, lui avait noté que ça pouvait aller à des quantités suivant les personnes, jusqu'à 600 grammes, quoi. Donc c'est énorme. Donc pendant 2-3 mois. Donc c'est énorme. Et dans certaines peuplades africaines qui existent encore, et même les descendants, même s'ils sont retournés à la civilisation, il y a toujours cette tradition, notamment chez les femmes enceintes, elles peuvent consommer en période de grossesse jusqu'à 150-250 grammes d'argile par jour. Mais pourquoi elles font ça ? Parce que ça... Alors ça, c'est la grande question. Alors pour des apports minéraux, alors en fait, elles ne consomment pas des argiles issues de la terre, en fait. Parce qu'il y a les argiles issues de la terre, ce qu'on a dit, le cycle des roches. Il y a aussi des argiles qui sont utilisées par les animaux, par exemple les termites qui font leur nid, et les fourmis coupeuses de feuilles aussi, et puis certaines petites guêpes. Et en fait, si on analyse ces argiles-là, donc elles utilisent ces argiles-là de préférence. Alors si elles n'ont pas ces argiles-là à proximité, évidemment, elles prennent les argiles qu'elles ont à portée de main, parce qu'elles savent que ça leur apportera des choses quand même.
Mais elles le disent quand on va enquêter auprès d'elles en disant bah oui, on utilise ça parce que là en ce moment on n'a plus accès à ça, ou voilà, on a bougé parce qu'on est encore des peuples nomades. Dans ce secteur-là, il n'y en a plus. Par contre, il y a de l'argile là, terreuse issue du cycle des roches, et on l'utilise. Et en fait, si on analyse ces roches, si on prend une argile issue de transformation des roches et une argile issue du termitière, on se rend compte que la majorité des oligo-éléments sont multipliés par 10. Et en Sierra Leone, il y a une petite abeille qui vit en petite colonie en fait, et qui fait des nids en argile. Et ces petits nids en argile, elles sont très prisées des femmes enceintes de Sierra Leone. Et si on analyse, là c'est pas multiplié par 10, pour certains éléments, notamment le phosphore, c'est multiplié par 400. Et le zinc, je crois, c'est multiplié par 15-20. Donc c'est énorme. Donc voilà, donc ça, la géophagie, on la retrouve au travers de la série animale, au travers de l'homme. Et même encore, moi, pour fréquenter beaucoup de milieux des prédivores sensoriels, il y a encore une consommation régulière d'argile, en fait. Ils font des tests sensoriels d'argile et ils en consomment. Donc ça, c'est la consommation en interne. Alors les grandes questions, c'est pourquoi en fait ces peuples consommaient tout ça. Donc les Européens, les premiers ethnologues européens se sont interrogés. La première chose, c'était pour soigner des troubles digestifs. Ça, c'est connu que l'argile pour les troubles digestifs, c'est beaucoup utilisé, à tel point que dans le Vidal, on a encore des spécialités comme Smecta, Bédélix et puis d'autres, dont je n'ai plus le nom en tête, mais qui sont encore utilisés pour soigner les problèmes digestifs. Donc ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est effectivement apporter des oligo-éléments. Et si on analyse les argiles et les différentes argiles, effectivement, c'est ce qu'on observe. Ça apporte énormément d'oligo-éléments. Et puis après, il y a une troisième hypothèse qui pourrait être, en cas de famine, ça fait effet calme au niveau digestif. Et on pourrait penser aussi que ça nourrit. En fait, on se rend compte que si on analyse ces peuples ou les personnes qui se nourrissent que d'argile en période de famine, ça permet de caler, ça évite qu'ils perdent des minéraux, mais ça ne les nourrit pas réellement. Ça tamponne, parce qu'on verra voir après que l'argile a un petit peu ce côté intelligent de réguler, de reprogrammer les corps en fait. Donc ça, on va en reparler après dans l'approche plus moderne de l'argile. Ensuite, qu'est-ce qu'il y aurait comme hypothèse ? Ça pourrait être chasser des parasites, par exemple, chez les grands primates non humains. Ils consomment de l'argile, des plantes quelconques pour chasser des parasites. Et on se rend compte, si on va analyser les selles au pied des arbres, on se rend compte qu'en fait, ils étaient infestés de parasites. Et que si on suit les mêmes singes et qu'on analyse leurs selles après ces traitements-là, il n'y a plus de parasites. Chez nous, il y a les sous, ce qu'on appelle les sous à sanglier. Ouais. Les poches d'eau qui sont des poches d'eau avec de l'argile. Les sangliers s'y roulent dedans et après ils vont se frotter dans les arbres. Pour enlever les parasites. Et même plus loin que ça, un lieutenant de batterie m'avait communiqué une de ses expériences il y a quelques années, en fait, un sanglier qui avait été blessé ou une voiture l'avait shooté, bref, et du coup qui avait une triple fracture donc de la mâchoire, à l'avant, je ne sais plus si c'était de l'épaule ou je ne sais plus de quel os c'était, et comment à l'arrière au niveau de la hanche. Et du coup, lui expliquait que sa survie était vraiment liée au fait qu'ils ont vraiment ça, ils se roulent vers les soutes et c'est ça qui l'avait sauvé. Et donc il avait tué je sais pas, quelques années plus tard, et du coup voilà, il avait gardé la mâchoire. Vous voyez, on voyait vraiment le cal osseux qui s'était reformé. Alors on voyait qu'il restait un bourrelet, que c'était pas forcément d'aplomb, mais lui attribuait certainement ça. Mais d'ailleurs, on le voit bien, chez l'animal qui a des fractures. Alors moi j'ai l'expérience chez l'animal en extérieur de fractures chez le chien, de plaies ouvertes chez le chien, c'est fabuleux quoi. Tu fais un cataplasme ? Un cataplasme, ou alors sur les plaies, alors sur les fractures, cataplasme, sur les plaies en fait, j'ai souvenir d'un teckel à poil dur, donc c'est tout petit chien donc comme ça, qui avait une ouverture grosse comme ça quoi. Et donc déjà c'est hargneux ces chiens-là, en plus ils rentraient de la chasse d'un sanglier, ils voulaient pas se laisser faire. Donc moi j'ai saupoudré d'argile, et puis tous les jours, plusieurs fois par jour, saupoudré d'argile, bien recouvrir la plaie, et avec le flux, la lymphe qui sortait, ça humidifiait, ça faisait une espèce d'emplâtre quoi. Et dès qu'on a pu, on a rajouté l'argile en poudre, et puis des cataplasmes, ça cicatrisait
Enfin, le vétérinaire en revenait pas, quoi. Et tu penses qu'on peut faire un sujet, pour revenir un peu aux parasites, là, les enfants par exemple avec, Alors, ça dépend des parasites. Il y a certains parasites qui vont être sensibles à l'argile et d'autres qui vont être complètement insensibles à l'argile. Donc éventuellement, mais il faut savoir le parasite avec lequel on est infesté à ce moment-là. Il faut faire une coproculture, une analyse des selles. Donc oui, mais ça dépend quoi. Si c'est les oxyures, oui, ça marchera très bien. Il y a de très bons résultats. D'ailleurs, globalement, les gens qui ont une consommation régulière d'argile ont à peu près un taux d'infestation 3 fois inférieur à la personne lambda, quoi. Et les candidats albicans et tout ça, tu peux traiter? Alors après, là, on est sur des... En fait, l'argile va être hyper puissante sur des choses plutôt aiguës. Après, sur le chronique, elle va rééquilibrer le terrain. Mais elle ne va pas forcément agir en profondeur sur tel ou tel candidat albican. Ça servira certainement à réguler. Mais de causalité active, c'est pas là qu'elle est la plus puissante, quoi. L'argile où elle est la plus puissante en interne, c'est certainement les diarrhées, quoi. Ça, vous avez une grosse diarrhée. Alors, il y a plusieurs écoles. Soit si on est vraiment des grosses diarrhées aiguës et qu'on est en situation, on va dire, un peu d'urgence, il faut aller sur des grandes quantités. Et les quantités qu'il faut prendre, en fait, ça dépend d'une personne. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? On va prendre sa main et on va faire un cône d'argile sur cette partie-là de la main. Ça va correspondre à notre mesure qu'on va avoir besoin. Ensuite, donc, on va préparer un verre d'eau avant, donc on va remplir le verre d'eau, et on va venir saupoudrer l'argile, hop, dans le verre d'eau, et on va laisser reposer 10 minutes à quart d'heure. Mais là, on est en aigu, hein. C'est l'urgence, on se vide, donc il faut faire vite. Après, on va voir qu'on peut laisser reposer l'argile beaucoup plus longtemps. Donc, il faut au moins la laisser reposer 10 minutes, un quart d'heure, pour le temps de l'activer et qu'elle soit puissante. Du coup, là, elle est hyper puissante, elle vient d'être activée, elle est hydratée, elle est hyper puissante. Et là, ce qu'on va faire, c'est, on va remuer, de préférence avec une cuillère non métallique, en bois, en fer, parce qu'en fait, c'est un truc que je ne voulais pas spécialement rentrer dans tous les détails, mais vu que je parle des charges, en fait, l'argile, donc vous avez vu, c'est ces histoires de 2 ou 3 feuillets, et si on analyse les atomes, on se rend compte que l'argile, elle est chargée négativement. Donc ça, c'est très important, c'est du coup, les charges positives, elle va les attirer. Et du coup, dès qu'elle est en interaction, quand elle est humide, surtout quand elle est sèche, il y a peu d'interaction encore. Mais dès qu'elle est humidifiée, là, ça crée énormément d'interaction. Et du coup, avec le métal, elle peut se faire saturer des sites actifs. Et donc l'argile, en fait, elle va agir de 3 manières. Quand on va la libérer dans le corps, quand elle va être... Alors en fait, c'est encore un peu plus complexe que ça. C'est l'argile, quand on l'ingère, elle va rester dans le milieu extérieur. Elle ne va jamais rentrer dans le corps. Elle va rester dans le tube digestif. Et du tube digestif, elle va avoir son action. Elle va créer une espèce de dialyse intestinale où elle va rechercher où sont les problèmes dans le corps et elle va tout réattirer. Donc ça, et ensuite, elle va fixer les molécules au niveau de 3 niveaux. Soit elle va les absorber. Donc l'absorption, c'est on presse une éponge, on la relâche, on absorbe. Et du coup, les molécules vont rentrer à l'intérieur de ces feuillets. Et si c'est des ions, ça va vraiment aller se fixer au niveau des feuillets. Si c'est des molécules un peu plus grosses, ça va se fixer entre les feuillets, et si c'est des macromolécules vraiment très grosses, ça va se fixer à l'extérieur. Donc ça, c'est ces 3 modes. Donc l'absorption, donc c'est vraiment je rentre vraiment dans le feuillet, entre les feuillets, et l'adsorption, c'est je reste à la périphérie des feuillets. Et il y a un troisième mécanisme après que certains partagent, et moi je pense que c'est intéressant, c'est cette histoire de tétraède et d'octaède, c'est-à-dire qu'elle peut agir comme une espèce d'onde de forme aussi. Mais ceux qui sont constipés ne peuvent pas. Alors, ça c'est la grande question. En fait, l'argile, elle a un peu cette intelligence de réguler. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, cette espèce d'ADN minéral qui se moule à l'ADN vivant, en fait, à cette espèce de pouvoir de reconnecter, de rééquilibrer le tube digestif. Et du coup, en cas de constipation, d'ailleurs, ça c'est très intéressant, vous connaissez Jean Valnet, le grand phytothérapeute, en fait, je ne sais plus dans lequel de ses livres, si on regarde à diarrhée, il renvoie à constipation. Voilà. Alors, en parlant de l'argile, hein, évidemment. Et du coup, si on a de la constipation, c'est plutôt une bonne indication de prendre de l'argile. Mais pas n'importe comment. Donc là, on prendra des quantités beaucoup plus faibles et on agira sur le long cours. Alors là, si on veut agir sur le long cours, qu'on n'est pas dans l'urgence, mais même si on est dans l'urgence, alors moi, ce que je vous conseille en France,
si, du moins tous les revendeurs français, si vous voulez des argiles puissantes, plutôt à 3 feuillets, ben, je vous invite à prendre des argiles vertes. Donc en termes chimiques, c'est soit les ilites, soit les montmorillonites. C'est les argiles à 3 feuillets, donc les plus puissantes. En général, les argiles blanches en France, c'est des argiles à 2 feuillets. C'est ce qu'on appelle les kaolinites. Elles sont beaucoup moins puissantes. Et une petite réserve, on a dit que l'argile, c'était des silicates d'alumine. Donc l'aluminium, c'est quand même connu pour être assez toxique. Donc on pourrait se dire, l'aluminium, il pourrait peut-être passer dans le corps et puis nous intoxiquer. Alors, en fait, il y a une étude qui a été faite il y a quelques années, je ne sais plus quand, dans les années 2000, un vétérinaire en fait qui a fait sa thèse sur l'argile et qui s'est intéressé à l'impact de l'argile sur les rats. Alors, il faut le prendre avec des pincettes ce résultat-là, mais n'empêche que ça peut susciter un doute. Parce que lui, il ne l'a pas fait dans ce sens-là, voir si l'aluminium passait spécialement dans le sang. Il faisait plein d'expériences, mais pas spécialement celle-là. Sauf qu'il s'avère que quand il a analysé les organes, le sang, tout ça, sur des rats qui ont consommé de la kaolinite, alors c'était pendant un certain temps, ce qui voudrait dire que chez l'humain, ça sera en continu pendant 2-3 ans, quoi. Chose qu'on ne fait pas, on va en reparler juste après. Et en fait, il a constaté que le taux d'aluminium était multiplié suivant les organes et suivant les tissus de 2 à 6 ou 7. Donc il y avait une concentration d'aluminium. Ça, c'était avec les kaolinites, les argiles blanches à 2 feuillets. Par contre, avec les argiles vertes, ben, il a constaté l'inverse, c'est-à-dire que dans les tissus, il n'y avait plus d'aluminium, mais non seulement il n'y en avait plus, mais il y en avait moins qu'avant de faire la consommation d'argile. Mais voilà, après, on ne peut pas l'extrapoler, c'est un constat, quoi. Parce que lui n'a pas fait ses recherches en ce sens-là. Donc, mais n'empêche que voilà, ça suscite quand même des interrogations. Et voilà, donc du coup, c'est pour ça, moi je conseille plutôt de prendre des argiles vertes, du moins en France, même si la couleur, d'un point de vue théorique, ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, on peut avoir ailleurs dans le monde des argiles vertes à 2 feuillets. Et des argiles rouges? Alors les argiles rouges, en France, on a les deux. Il y a des 2 feuillets et des 3 feuillets. Après, ça, il faut vraiment analyser en laboratoire avec du matériel très sophistiqué que seuls certains laboratoires ont, des diffracteurs de rayons X, des choses comme ça, quoi. Donc ça présage. Donc plutôt en France, l'argile verte, montmorillonite ou ilite, ce sera les plus puissantes, quoi. Donc pour en revenir après à la constipation, donc en fait, quand il y a de la constipation, c'est globalement il y a un souci dans l'organisme, il y a un déséquilibre. Et en fait, l'argile, elle a ce pouvoir de rééquilibrer l'organisme, de donner l'impulsion, plutôt de donner l'impulsion qui va permettre de rééquilibrer tout ça. Alors si on prend de l'argile au long cours, parce que voilà, on en ressent le besoin, et moi ce que je vous invite, quand vous prenez des argiles en interne, vous allez dans tous les biocopes autour de chez vous, enfin les magasins où ils vendent de l'argile, allez chez plusieurs, prenez plusieurs marques d'argile verte, prenez des ilites, des montmorillonites, et vous faites une petite dégustation d'argile. Donc vous mettez des petits verres, suivant le nombre d'argile que vous avez. Donc ça, il faut prendre de l'argile en poudre pour consommer en interne. Parce qu'en fait, l'argile, c'est pas un matériel pur, c'est souvent associé à du sable, à d'autres résidus suivant d'où elle est originaire ou où elle est. Donc il faut prendre de l'argile en poudre. L'argile concassée, ça se... Alors l'argile concassée, on peut en urgence l'ingérer, mais il y aura du sable. Le sable n'a pas de toxicité pour l'homme, mais c'est pas forcément très agréable. Mais par exemple, on est pris d'une angine, là ça peut être une bonne indication de les sucer. On veut purifier l'eau, on prend l'équivalent d'un gros caillou de la taille du boulot pour 1 litre d'eau. On laisse agir 10 minutes, un quart d'heure, et à chaque fois qu'on veut boire, on secoue, et ça marche très bien, ça. Voilà. Après, l'argile en concassée, on l'utilisera surtout en cataplasme, en fait. C'est là qu'elle a vraiment son indication. Et puis, mettre de l'argile, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire des cataplasmes avec de l'argile fine. C'est déjà très compliqué, ça coûte très cher. Faut vraiment prendre de l'argile concassée, quoi. Et pareil, quand on fait de l'argile en cailloux, donc on essaie d'homogénéiser le niveau. Alors la première fois qu'on fait le cataplasme, on va peut-être en mettre un peu trop, un peu pas assez, parce que suivant les argiles d'une qualité à l'autre, elles n'ont pas le même pouvoir absorbant d'eau. Donc du coup, des fois, on tâtonne un peu, et puis jusqu'à trouver l'équilibre. Et là, donc on essaie d'homogénéiser le niveau de cailloux, on ajoute de l'eau, jusqu'à ce que ça effleure, ça recouvre légèrement au-dessus de l'effleurage, et puis on laisse ça comme ça, 3/4 d'heure, 1 heure. On vient surveiller de temps en temps si on ne connaît pas cette argile, pour rajouter éventuellement un petit peu d'eau, quoi. Il vaut mieux en mettre un peu moins d'eau au départ, et puis en rajouter que l'inverse. Voilà. Donc pour revenir à l'utilisation en interne,
Donc, et après, ça fait une pâte. Et là, tant que l'eau agit, on laisse faire, on ne secoue pas, on ne remue pas. Et au moment où on va l'utiliser, c'est là qu'on va secouer le bol un petit peu. Il n'y a pas besoin d'aller à la cuillère diluer. Normalement, si on a mis les bonnes proportions, on secoue le bol, on tapote pour bien homogénéiser, et puis on applique après. Voilà. Donc pour revenir à l'ingestion d'interne, en fait, donc on fait cette petite dégustation, donc on remplit des verres d'eau, on prend l'équivalent d'une cuillère à café, on saupoudre dans chacun des verres avec les différentes argiles qu'on a, on laisse agir, bon là si c'est pour une dégustation, on peut laisser agir une bonne heure, et puis on va déguster. Donc alors moi je suis un partisan de prendre tout, mais c'est vrai que dans un premier temps, s'il y a une réticence des personnes, d'une peur, c'est qu'ils peuvent déguster juste le surnageant, ce qu'on appelle le lait d'argile. En fait, le lait d'argile, il n'a pas l'information argile. L'information argile, elle est vraiment dans la matière argile. Donc là, on va avoir des minéraux en suspension, ça va être intéressant, mais ça ne va pas avoir toute la puissance de l'argile. Donc les gens, dans un premier temps, les premiers jours, ils peuvent commencer comme ça. Mais c'est souvent ce qui est préconisé d'ailleurs, c'est toujours de boire que tous les jours, surtout. Pour ma jument qui avait un problème, c'est vrai qu'il fallait attendre 24 heures par contre, et après elle ne buvait que Ouais. Après, j'ai moins l'expérience en interne, et après le cheval, c'est vrai que c'est un animal très particulier, parce que c'est un animal de fuite, et il est hypersensible, et au niveau digestif, il faut aller très vite, parce qu'il peut mourir dans les 24-48 heures, quoi. Donc mais en interne chez l'animal, j'ai pas l'expérience. J'ai des amis en agriculture bio qui saupoudrent de temps en temps l'alimentation, mais en interne, chez l'animal, j'ai pas l'expérience. Et alors, Julien, dans ton titre, c'est démarche de reconnaissance de la matière. Quand tu es en immersion, tu vas dans la nature et tu prends l'argile. Alors, on peut le faire, mais c'est hyper compliqué si on veut purifier l'argile. Déjà, il faut connaître les gisements. Donc ça, c'est déjà compliqué. Il faut être sur des lieux sains. Ça, c'est compliqué aussi. Et une fois qu'on a ces deux conditions-là, en fait, pour récolter l'argile brute, faut enlever les couches superficielles, les premiers 30 cm. Et après, soit on peut la manger comme ça, soit si on veut vraiment la purifier, là, c'est un parcours du combattant. Alors en fait, faut détacher des blocs, il faut les concasser les plus fins possibles. Il faut mettre, alors soit si on est en mode primitif dans une jarre en poterie, ou une vannerie qu'on a étanchéifiée, sinon le plus simple c'est dans des seaux en plastique alimentaire. Donc on dépose les blocs concassés, on ajoute de l'eau, on laisse reposer 1 heure ou 2, on malaxe à la main, donc pour remettre en suspension toutes les molécules d'argile, et puis que le sable se décante au fond, puisque souvent c'est associé à du sable. Et là on laisse reposer 24 heures. Et 24 heures plus tard, on y va délicatement, donc on repère où est le sable, et on enlève toute l'argile superficielle. À côté, on a un deuxième seau où on a mis un linge très fin, et on passe, et l'argile reste là, et l'eau passe en dessous. Et après, ça fait une galette, et il faut mettre à sécher au soleil. Et ça, après, tu la fais manger, On peut la faire manger, mais ça, je n'ai jamais fait en immersion avec de l'argile, ça prend trop de temps, quoi. Et puis, chez moi, il faut que ça soit l'été, quoi, sinon ça marche pas. Le séchage que j'avais fait, je crois qu'elle avait mis à sécher quasiment, et encore je l'avais fini au séchoir. Donc, tu peux pas le faire en immersion. Donc ça tu peux pas le faire, mais c'est comme les poteries en immersion d'une semaine. S'il fait vraiment très beau en plein été, si on commence au tout début on faisait la récolte d'argile, tout ça, mais en fait au final on n'avait pas le temps de tout faire, quoi. Il faudrait rester au moins 1 mois. Et du coup maintenant j'ai de l'argile toute prête, et on fait la poterie, donc on laisse assécher au soleil, et le dernier jour on peut faire le feu pour la cuire, quoi. Mais des fois, souvent, ça suffit pas, donc on l'étanchéifie à la cire d'abeille, quoi. Voilà. On fait de la poterie. Donc, pour revenir à l'argile en interne et à la peur de la constipation, en fait, s'il y a de la constipation, il n'y a vraiment pas de problème. Là, l'argile, il faudra la prendre le soir. Donc, du coup, le soir, donc tu la prépareras le matin plutôt. Donc, tu saupoudras ta cuillère de l'argile que tu as bien aimée, que tu apprécies, et donc tu saupoudres ça. Tu laisses reposer le verre jusqu'au soir. C'est pas la dose comme ça, c'est juste une. Non, là c'est en urgence, en diarrhée chronique, enfin en diarrhée aiguë. Oui. Quand c'est en diarrhée aiguë. Mais on peut y aller, hein. Il reste 3 minutes. Et il faut vraiment pas avoir peur, parce qu'il y a un médecin allemand pendant l'épisode du choléra, parce que l'argile est aussi très efficace sur le choléra. Il préconisait 100 grammes d'argile pour 200 millilitres d'eau à ingérer en 20 minutes. Et il a observé jamais aucun problème. Donc là, on a le recul sur le fait que c'est pas dangereux. Alors pour finir sur la constipation, donc tu vas prendre ton argile,
Et tu touilles, il y en a. Au moment de la prendre, on touille. Avant, on la laisse faire. On ne la dérange pas. On la laisse faire, on la laisse s'activer toute seule. Et au moment de l'ingérer, alors soit si tu as des réticences à boire toute l'argile ou c'est vraiment pas bon, tu te forces pas. Tu bois juste l'eau, le surnageant. Et puis les jours suivants, ben, tu commences à remuer un peu et puis tu en bois un peu plus. Tu n'es pas obligé de tout boire. Et puis progressivement, tu vas jusqu'à boire tout le verre, quoi. Et du coup, bah, si tu as un terrain de constipation, si habituellement tu es 2-3 jours avant d'aller à la selle, bah, tu peux la prendre 2-3 jours. Tant qu'il n'y a pas de symptômes qui s'aggravent, plus de ballonnement, de douleur, de choses comme ça, tu peux continuer. Et si le 3e jour, habituellement tu vas le 3e jour, là tu vas pas, bah, tu te dis j'arrête l'argile. J'attends que je retourne à la selle. Et une fois que tu retournes à la selle, tu peux reprendre l'argile. Ça, c'est si tu as peur. Mais si tu n'as pas peur, tu peux continuer. Mais moi, je préconise plutôt, voilà, parce que ça peut engendrer des peurs. Tu vois que le 3e jour, normalement, tu dois aller à la selle, tu n'y vas pas, tu arrêtes, tu attends d'aller à la selle, et quand tu vas à la selle, tu reprends de nouveau. Et à un moment donné, ça va se régulariser. Mais ça pose aucun souci, ça. Ça, c'est tout le gros problème, parce que c'est vrai que je sais même pas d'où vient cette rumeur, parce que si on consulte la littérature scientifique, c'est des problèmes d'occlusion. Il n'y a jamais de cas d'occlusion relaté par rapport à l'argile. L'argile, les 3 grandes contre-indications, les 3 choses où il faut faire attention. La première, c'est les cas en insuffisance rénale grave, c'est-à-dire vraiment qui sont sous dialyse plusieurs fois par semaine, enfin, vraiment des cas très chroniques. Là, éventuellement, on peut utiliser le surnageant, mais avec précaution, quoi. L'argile, la crème d'argile, peut-être pas. Après, c'est au cas par cas, puis c'est comment la personne le ressent, quoi. Voilà, mais là, ça serait vraiment une contre-indication. Et des gens qui ont eu des occlusions intestinales, qui en ont déjà fait, ça serait une contre-indication, là, par contre. Voilà, attention. Parce qu'il y a des adhérences au niveau du tube digestif, mais après, pareil, une contre-indication relative, puisque moi, j'ai eu écho de cas de gens qui ont déjà eu, et voilà, quoi. Donc, il n'y a pas vraiment de problème. Et la 3e chose, alors, c'est pas une contre-indication, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. On a vu qu'elle avait un espèce de pouvoir antipoison très fort, puisqu'elle agit sur la strychnine, qui est la morora, c'est un antidote de la strychnine, sur des intoxications au mercure, et si on prend des médicaments, elle peut le percevoir comme un poison. Donc si on a des médicaments, vraiment le prendre à distance des médicaments. C'est-à-dire que si on prend les médicaments plutôt le matin, ben on la prendra plutôt le soir. Un peu comme le charbon. Et inversement, ouais, comme le charbon. Au moins laisser entre 2 et 4 heures entre la prise de médicaments et l'argile, quoi. Sauf si on prend l'argile avant. Si on prend l'argile avant, on peut laisser passer une demi-heure, 30 minutes et prendre le médicament après. Mais bon, moi je conseille plutôt de prendre vraiment à distance, quoi. Voilà. La contraception, du coup, ça rentre là-dedans, quoi. Et c'est vrai que beaucoup les femmes, quand on leur demande vous avez des médicaments, la contraception pour elles, non, c'est ce qu'on disait, je sais plus si c'est avec toi ou avec Pierre. Non, ce matin, c'est ce matin qu'on disait que les médicaments, voilà, quand c'est pris au long cours, c'est vrai que c'est tellement habituel et normal qu'on l'oublie, quoi. Et en cataplasme, j'avais entendu dire que ça améliorait les cas de descente d'organes. Alors ça va stimuler si on met en cataplasme en bas-ventre. En cataplasme, elle est hyper puissante et une de ses meilleures indications, c'est par exemple ça, c'est des congestions du bas-ventre chez la femme. Et une de ses meilleures indications, c'est les brûlures, en fait. Même les brûlures de 3e degré, parce que l'argile a un fort pouvoir antalgique. On a vu qu'elle était anti-infectieuse et cicatrisante, en fait. Ça permet, certainement, avec cette espèce de pouvoir d'ADN minéral, quoi. Ça permet de renouveler des tissus qu'avec toutes les autres médications, le corps médical n'arrive pas à renouveler, quoi. Moi, j'ai ma fille qui a été brûlée au quel degré à la cuisse quand elle était toute petite. On a un médecin anthroposophe qui doit utiliser l'argile. Elle a plus, mais pas une cicatrice. Ah non, c'est incroyable. Hein. C'est même des brûlures de 3e degré. Les gens ont tendance à mettre du gras, surtout ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'une brûlure de 2e ou 3e degré, avant tout, c'est la douleur, c'est une douleur atroce, quoi. Et l'argile arrive vraiment à juguler ces douleurs-là et à régénérer des bourgeons de régénération cellulaire. Enfin, c'est incroyable. Parce que ça va hyper vite. Alors, ce qui peut être intéressant dans des cas comme ça, c'est d'associer une ingestion en interne d'une cuillère à café, parce qu'en fait, surtout chez des gens qui auraient beaucoup d'intoxination dans le corps, en fait, ça peut créer une espèce, suivant la superficie, d'émonctoire secondaire. Et du coup, ça peut drainer aussi par là et retarder la cicatrisation. Donc ça peut être intéressant dans les cas où il y a vraiment des ouvertures cutanées importantes, de combiner une ingestion interne. Mais vraiment,
les brûlures, c'est vraiment magique, quoi. Et qu'est-ce que ça a d'autre comme propriété alors? Elle est antalgique, elle est cicatrisante, elle est anti-toison. C'est un peu comme le miel, non? Le miel, c'est pareil, tu peux mettre sur une plaie, tu peux mettre... Si tu peux mettre sur une plaie, quoi. Oui, tu peux mettre sur une plaie. Moi, j'ai déjà fait sur des chiens aussi, des plaies de chiens, ça marche bien aussi. Ouais. Juste avec le lèche, de l'argile. Mais l'argile, il se le lèche aussi. Hein. C'est moins mauvais pour les... Oui. Pour les vaccins. Pour les vaccins. Ouais, alors le problème du vaccin, c'est que tu vas titiller au profond de l'immunité, quoi. Donc du coup, tu vas enlever certainement un peu, mais le peu qui va rester, ça va avoir l'effet négatif quand même du vaccin. Ouais. Là, le vaccin, c'est encore particulier, tu agis vraiment au profond de l'immunité, quoi. Donc, il ne faut pas le faire. Tu peux le faire, tu enlèveras certainement des trucs, mais le mal est déjà fait quand tu as une infraction vaccinale, quoi. Voilà. Merci. Et on dit aussi... Oui, après il y aurait encore 5000 choses. Et pas prendre de l'argile avec de l'huile aussi, non? L'argile, en fait, elle se suffit à elle-même, et de par le fait de ses sites actifs, c'est par exemple beaucoup de gens associent les huiles essentielles, par exemple. Moi, je recommande pas parce que ça va saturer ces sites actifs. Et du coup, au lieu de faire une synergie, ça va faire une synergie négative, quoi. C'est non seulement l'argile sera plus aussi puissante et l'huile essentielle non plus parce qu'elle aura déjà été piégée. Pas prendre ça avec une vinaigrette, par exemple. Oui, c'est ça. Alors après, il y a des peuples qui se font une vinaigrette avec de l'eau et de l'argile et qui vont tremper leurs aliments. Parce qu'après, au niveau alimentaire, c'est une argilette. On peut dire ça. Mais en fait, quand au niveau alimentaire, on a une ration pas très bien équilibrée, ça potentialise l'absorption de tous les nutriments de l'aliment qu'on mange avec. Voilà. Mais alors, on peut le prendre quand on veut. Il y a pas de... On peut le prendre quand on veut. Alors pour finir, parce que j'ai pas fini le fait de l'ingérer comme ça, je terminerai là-dessus. En fait, c'est de préparer l'argile le matin, de la boire le soir, c'est bien. Donc tu poses ça dans un coin de ta cuisine. Et si plusieurs soirs à suivre, tu oublies, c'est peut-être le moment de faire une pause. Donc là, tu arrêtes et puis quand tu ressens le besoin, tu reprends. Et tu peux retester avec d'autres argiles aussi, des argiles différentes. Par exemple, l'autre argile que tu avais acheté, que tu n'aimais pas a priori, la retester de temps en temps. Et en paillettes sur des salades, des trucs comme ça, ça n'a pas vraiment intérêt? Non, je pense non. Ça faut vraiment quand même. Après, c'est vrai que les druides disaient que tu dois consommer dans ta vie l'équivalent au poids d'argile. Voilà. Après, moi je dis user de tout, n'abuser de rien, quoi. Garder l'argile quand même pour les cas, parce que d'un point de vue, j'en ai pas parlé avant, mais je suis aussi dans le no-trace sur la nature, avoir un impact minimum. Donc si tout le monde fait ça, au bout d'un moment, même si l'argile c'est 15% de la croûte terrestre, voilà, ça nuit aussi à la ressource, quoi, et à tout ce qu'il y a au-dessus de l'argile. Donc je préconise pas d'en abuser quand il y en a besoin, voilà, mais pas abuser, quoi. Comme tout d'ailleurs. Et c'est pour ça que le jeûne c'est bien, quoi. Ça fait d'une pierre deux coups, ça n'a pas d'impact sur la planète, ça réduit la consommation des ressources, enfin c'est génial. Voilà.